De retour sur ce plateau, merci à vous qui êtes restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la deuxième et dernière partie de Politicien, notre rendez-vous politique hebdomadaire. La situation reste tendue au Burundi. Les pourparlers qui ont eu lieu à Arusha du 21 au 24 mai peuvent-ils déboucher sur une sortie de crise? Pour en parler, trois invités m'ont rejoint. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau une vraie fierté continentale fortement engagée dans l'humanité, Princesse Esther Kamatari. Vous êtes le premier mannequin noir de France, auteur du livre Princesse des Rougo, mon histoire. Je rappelle que être princesse au Burundi, c'est une institution en soi. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très flatté. Madame Alice Akizimana, vous êtes journaliste, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Et Monsieur Joseph Ntakirutimana, vous êtes sénateur, membre du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. De longs mois de crise politique, 430 morts depuis le 1er avril 2015, plus de 230 000 réfugiés dans les pays voisins et l'ouverture prochaine d'un examen préliminaire par la CPI. Voilà aujourd'hui le tableau politique du Burundi. Il était temps que s'ouvre le dialogue politique. Il a eu lieu du 21 au 24 mai 2016 à Arusha, en Tanzanie. Mais qu'attendre concrètement de ce dialogue politique? Avant d'en parler, je vous propose de suivre ce sujet signé Korim Kandem. Le premier round des pourparlers visant à trouver une issue à la crise qui secoue le Burundi depuis plus d'un an s'est achevé ce mardi 24 mai 2016 à Arusha en Tanzanie. Si dans l'ensemble, cette première phase de la reprise du dialogue s'est déroulée paisiblement, certains partis de l'opposition présents lors des discussions déplorent la trop faible représentativité des partis de l'opposition. Le gouvernement et ses alliés étaient très nombreux. Par contre, les partis d'opposition étaient très minorisés, étaient moins nombreux. Il pourra probablement ajouter d'autres partis membres de l'opposition, membres notamment du SNARED, pour renforcer donc le nombre de participants du côté de l'opposition. Dans le but d'apaiser les tensions, le facilitateur du dialogue, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, prévoit de rencontrer dans les prochaines semaines les différentes entités qui n'ont pas été invitées à participer à ces pourparlers d'Arusha. Une initiative saluée par les membres de l'opposition. Nous ne désespérons pas parce que si le médiateur a promis de rencontrer le Sénarède est disposé à répondre à son invitation et à aller exposer en long et à large la feuille de route du Sénarède. On ne peut que encourager la médiation à garder à l'esprit cette dynamique d'inclusivité parce qu'on met de côté certains partenaires, le résultat au bout du rouleau risque de ne pas être la paix. Et pour avoir la paix, il faut impliquer les principaux acteurs, mais en les mettant de côté, c'est-à-dire qu'on va faire un travail inutile. Dans l'immédiat, le facilitateur du dialogue, Benjamin Mkapa, va rencontrer le médiateur, le président ougandais Yoweri Museveni, afin d'élaborer une feuille de route pour la suite du dialogue inter-burundais. Le second round de ces discussions est programmé pour la 3e semaine du mois de juin 2016. Princesse Kamatari, qu'espérez-vous de ce premier round du dialogue politique que votre pays, que des acteurs politiques de votre pays viennent de tenir à Arusha en Tanzanie? J'espère vraiment qu'on finisse par arriver à un accord. J'espère ne plus ouvrir la presse aujourd'hui, voir qu'il y a des morts tous les jours, ne plus avoir ce sentiment de gâchis. Mais pour cela, il faut effectivement que tout le monde se mette autour d'une table et discute, parce qu'on ne peut pas discuter avec une partie sans l'autre partie. Et que, sérieusement, je pense qu'au bout d'un an de temps de douleur, je ne pense pas qu'on puisse construire un pays sans arrêt avec des problèmes aussi énormes. Je pense qu'il faut qu'on arrive à s'asseoir les uns en face des autres et se dire pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Parce que sinon, nous sommes en train très sérieusement de compromettre l'avenir de notre pays. Madame Akizimana, qu'attendez-vous de ce premier tour du dialogue des pourparlers qui ont eu lieu à Arusha en Tanzanie?
Sincèrement, je voudrais être optimiste comme la princesse, mais moi, je suis plutôt pessimiste. Parce que Arusha 2, comme il faut l'appeler, parce qu'il y a eu Arusha 1, qui nous a amené à une accalmie pendant 10 longues années. Et maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché à Arusha 1 qu'on est en train de chercher à Arusha 2? Tous ces acteurs qui sont aujourd'hui à Arusha étaient à Arusha 1. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont discuter qu'ils n'ont pas discuté à Arusha 1? Qu'est-ce qui a fait que ce qui y avait été bâti pendant Arusha 1 n'a pas tenu? Tous les opposants n'étaient pas à Arusha 1. Tous les opposants, à quelques exceptions près. Oui. Quelques partis qui sont nés après, mais la plupart des hommes politiques, des figures qu'on voit aujourd'hui sont passés par Arusha. Le parti CNDD-FDD, qui à l'époque était un mouvement armé, a signé les accords globaux de cessez-le-feu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons la chance d'avoir avec nous le sénateur qui est membre du CNDD-FDD. Monsieur le sénateur, d'abord pour comprendre, pour que nos téléspectateurs comprennent un peu la crise récente dans votre pays. Il y a un an, du moins en décembre 2015, l'Union africaine avait décidé l'envoi d'une force de stabilisation de 5000 hommes dans votre pays. Le président Pierre Nkurunziza a rétorqué pas question et a même prévenu qu'il combattrait jusqu'au dernier soldat si jamais des troupes de l'Union africaine foulaient le sol burundais. Comment expliquez-vous d'abord ce refus du président Pierre Nkurunziza puisque les tueries ont continué? Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aurais aimé peut-être parler en large de la situation. Mais par rapport à ce que vient de dire aux troupes qui devaient venir oui. Avec le sommet d'Addis Abeba, c'est que ceux qui réclamaient qu'on ait des troupes au Burundi, c'est que pour l'Union africaine, le Burundi était menacé par un génocide qu'ils avaient vendu dans le monde entier, aux Nations Unies, en Europe, partout, parce que ces mêmes gens, c'est leur droit. Je pense que ceci fait partie de cette dernière campagne que nous venons de subir. Monsieur le sénateur, l'Union africaine avait décidé de l'envoi de cette force de stabilisation avant que l'ONU ne parle de génocide, de risque de génocide. Pas de génocide, de risque de génocide. Donc la mission première de cette force qu'avait préconisée l'Union africaine, c'était de stabiliser votre pays. Mais le gouvernement a refusé. C'est parce que oui. même le câble qui parlait de menace de génocide qui est arrivé aux Nations Unies, oui. Il n'y avait rien de génocide chez nous. Il n'y avait aucun plan de génocide. Il n'y avait rien de planifié. Et l'Union africaine oui. est tombée dans ce même piège. Je pense qu'il était clair, il était normal que l'Union africaine, face à cette menace de génocide, puisse dire des troupes. Mais heureusement, parce que quand on vend en mensonge, parce que chez nous, on a connu une campagne d'exagération des faits. Une fourmi pouvait voler, on dirait 1000 fourmis ont volé. Alors, heureusement, les chefs d'État qui ont pris le temps de réfléchir et de vérifier les choses ont constaté qu'il n'y avait aucune menace de génocide au Burundi. Alors, et le mensonge, dites-vous, monsieur le génocide, il n'y aura jamais. Oui. Il n'y aura jamais. Oui. Et tant mieux avec... le mensonge, vous parlez de mensonge, monsieur le sénateur, mais il y a quelque chose qui n'est pas du mensonge, c'est que plus de 230 000 de vos compatriotes ont fui votre pays. Je vais dire, non, parce que je vais répondre, pas seulement à 230 000. Faut-il attendre que le génocide commence avant? Il n'y aura jamais de génocide chez nous. C'est tant mieux. Et je vous le dis, je le répète, je le dis tout haut. Parce que d'abord, moi qui vous parle, c'était génocide contre qui? Contre la minorité? Je suis de la minorité. Laissons tomber la terminologie. Laissons tomber cette terminologie. Toujours est-il que depuis le 1er avril 2015... Ce qui s'est passé chez nous, on a tout fait. Ceux qui voulaient que l'on tombe, que l'on soit plus au pouvoir, ont tout fait pour essayer de montrer au monde des choses exagérées par rapport à nous, pour montrer au monde qu'on était mauvais, qu'on était diable, qu'on était capable de rien, que tout allait mal. Et ce n'est pas seulement au niveau médiatique. Mais vous êtes là pour nous expliquer, pour expliquer à nos téléspectateurs. C'est important qu'on revienne, qu'on s'entende sur les termes à utiliser ici. Nous ne parlerons pas de génocide parce qu'il n'y a pas de génocide. Mais ce qui n'est pas du mensonge, encore une fois, il y a des tueries. Est-ce que je pourrais poser une question? Madame, moi, je voudrais revenir à ce que disait Madame Hakizimana, que ceux qui étaient à Arusha 1 sont pratiquement les mêmes qui sont à Arusha 2. Oui. À
après, il faut se poser la question, presque, hein, à quelque chose près. Il a fallu des années pour qu'on arrive à ces accords. Moi, j'ai l'impression, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais j'ai l'impression que c'est un super fonds de commerce. D'accord, expliquez-nous. Enfin, pourquoi vous pensez que c'est un fonds, c'est un fonds de commerce? On a déjà vu ça, donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non, c'est un fonds. On recommence la même chose, on va encore discuter, etc. Mais je voudrais revenir en arrière. Oui. Quand on a signé les accords d'Arusha, il y a eu des textes qui ont été signés et il y a eu des engagements qui ont été pris. De part et d'autre. Absolument. Le président qui allait être élu à ce moment-là, il avait un mandat de 2 ans. Et en fait, si on revient un petit peu encore une fois en arrière, pourquoi il y a eu pourquoi ça a pété? Parce qu'on n'a pas respecté ses engagements. En fait, tout ça commence à partir en vrille lorsque le président Nkurunziza revendique, en tous les cas, se fait élire pour un 3e mandat pour lequel il n'a pas droit. Et à partir de ce moment-là, les tueries commencent, etc., etc. Alors, qu'on dise génocide, pour moi, c'est un génocide à compte-gouttes. Il n'y a pas une journée où vous ouvrez la presse qu'il n'y a pas un mort, qu'il n'y a pas un mort un ex-militaire Tutsi. Donc on les nomme, on dit il est Tutsi, etc. Différemment la situation chez nous. D'abord, le président Nkurunziza n'a pas volé un 3e mandat. Non, je n'ai pas dit voler. Comment vous l'appelez? La Cour constitutionnelle du pays. Elle a refusé. L'accord constitutionnel. Monsieur, on ne voit pas cette terminologie parce qu'on savait dire dans ce pays. Expliquez-nous. Pour Nkurunziza, pour le mandat, pour nous, c'était un alibi utilisé parce qu'il voulait qu'on ne soit pas là, pour que l'on dise qu'il faut que le pouvoir parte. Parce qu'il avait été élu un homme, une voix, une seule fois en 2010. Parce qu'en 2005, c'était à l'Assemblée où les députés et les sénateurs avaient voté Nkurunziza. Alors on est allé à les accords prévoyaient, s'il vous plaît. Non mais je suis désolé, on ne parle pas de nombre, de la façon dont le président vient au pouvoir. On parle de nombre de mandats à faire, pas de la façon dont le président vient au pouvoir. C'est savamment orchestré par le pouvoir pour le chef de l'État est une loi par rapport à la Constitution. Et ceux qui lisent la Constitution, ceux qui l'interprètent, c'est la Cour constitutionnelle. Oui. Et au Burundi, la Constitution du Burundi a bel et bien été claire qu'il pouvait. Et ceux qui n'y croyaient pas sont allés à la Cour de l'East African Community. La Cour qui a confirmé... Alors, monsieur le sénateur, je vous l'ai dit, s'il vous plaît... Non, monsieur le sénateur, vous allez nous expliquer. Depuis le 1er avril 2015, 430 de vos concitoyens ont perdu la vie. Même plus. Et ça continue. Oui, comment arrêter? C'est dommage. Comment arrêter? C'est triste qu'il y ait même une vie qui puisse partir dans Burundi. Mais ce qui se passe chez nous, c'est quoi? C'est que ces chiffres de morts, comme j'ai dit que nos détracteurs cherchent toujours à exagérer. Alors, selon vous, depuis un an, combien de Burundais ont perdu la vie? Je ne sais pas combien. Mais je suis prêt. Mais les chiffres que nous on a, ce n'est pas les chiffres qu'on dit. Même si c'est 100, même si c'est 10 même si c'était 10 morts, même si c'était 1 mort, même si ça fait mal, il faut que personne ne meure. Comment arrêter? C'est la question. Nous savons qu'il y en a qui en ont fait une campagne politique, médiatique, pour des fonds qu'ils voulaient atteindre, noircir le pouvoir de Bujumbura. Et pour les réfugiés aussi. Je sais que les réfugiés rentrent chaque jour. J'étais moi-même dans les provinces du Nord il y a 3 semaines. Je sais que chaque jour, il y a des réfugiés qui rentrent. Mais pour montrer que Burundi rien ne va, ils vous diront qu'il y a des millions de réfugiés à l'extérieur. C'est bon qu'on ait Arusha maintenant. Parce que le président Mkapa qui est là, c'est un président que nous respectons, qui connaît le Burundi. D'accord, dites-nous, monsieur le sénateur, la même question à vous. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui des pourparlers qui ont eu lieu à Arusha? Nous, on attend beaucoup de ces pourparlers. Oui. D'abord, nous, on n'était pas à Arusha premier. On n'était pas là. Oui, pas vous. Nous avons appliqué Arusha. Mais avec ce que nous, on a dû voir, combien on a... Vous ne reconnaissez pas Arusha, monsieur Joseph? C'est vous qui le dites. Nous, c'est grâce à Arusha que nous sommes encore là. Si on n'avait pas Arusha, on serait parti. Parce que Madame Akizima, avant de revenir, Madame Akizima, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa s'est donné comme effectivement devoir de consulter toutes les parties du Burundi. Il s'est donné 2 semaines pour faire ces consultations avant de convoquer le 2e tour des pourparlers. Qui sont aujourd'hui, selon vous, les acteurs clés à consulter
pour pouvoir déboucher sur une solution? Si vous permettez quelques secondes pour répondre à M. Joseph, on parle de chiffres aujourd'hui, de nombre de morts que le pouvoir de Bujumbura ne veut pas reconnaître. Et il le fait sciemment parce que il sait pourquoi il le fait. Non, on ne fait pas sciemment. Nous, de toute façon, du point de vue éthique, c'est sciemment. Le discours aujourd'hui à Bujumbura, c'est que tout va bien, il n'y a que les détracteurs du régime de Bujumbura qui veulent. Alors, un général de l'armée est tué en pleine journée à Bujumbura. Au vu et au su de tout le monde. Monsieur le sénateur, le bras droit du président a été tué en pleine journée. Aujourd'hui, on ne peut plus sortir et être sûr qu'on va rentrer en un seul morceau. Si un général de l'armée le plus protégé du pays a été sauvagement assassiné au vu et au su de tout le monde, si d'autres généraux sont en train de se faire tuer, d'autres militaires, on ne parle pas de la population. Qui est protégé dans son pays aujourd'hui si même les militaires armés ne peuvent pas se protéger eux-mêmes? Et le pouvoir nous sert le discours que tout va bien à Bujumbura. Sincèrement, je suis désolé, il faut passer à autre chose, monsieur Joseph. Il faut passer à autre chose, justement. C'est pour ça que... pour revenir à Boucha. S'il vous plaît, monsieur le sénateur. Il y a des problèmes. S'il vous plaît, vous laissez... Madame finit d'abord. S'il vous plaît. Vous pouvez vous permettre d'aller en boîte de nuit au moment où vos compatriotes se font tuer à longueur de journée. Ce n'est pas un discours d'un pouvoir, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quels acteurs il faut consulter? Voilà, c'est ça. Qui détiennent, selon vous aujourd'hui, je vais vous décevoir, je vais rejoindre la princesse Esther parce que on ne sait pas qui va à Arusha pour faire quoi. D'abord, à Arusha, qu'est-ce qu'ils vont discuter? Je vais vous dire que... Qui va discuter avec qui? Je vais vous dire, l'histoire d'Arusha, que le pouvoir dit ne reconnaît pas, même si M. Joseph ne le reconnaît pas. Son message, on l'a eu longtemps avant la campagne du troisième mandat du président de la République. Vous vous rappelez, M. Joseph, dans certains fidèles, Nyom Kiza est membre de votre parti au pouvoir, qui disait que le pouvoir est en train de... S'il vous plaît, c'est très important. Qui disait que le pouvoir est en train de vouloir démolir Arusha. C'est longtemps avant. Ils vont casser les équilibres au niveau de l'armée et de la police. Ils vont casser... Ils ne comprennent pas pourquoi on a dit... Très bien. Madame Kamatari... Si le pouvoir n'accepte pas... D'accord. On reviendra tout à l'heure sur les pistes possibles à emprunter. Madame Kamatari... Cher ami. Il faut bien donner la parole, oui, on revient à vous tout à l'heure. Qui sont, à vos yeux, les personnes qui, aujourd'hui, détiennent la clé de la crise dans votre pays? Puisqu'il faut aboutir de toute façon à une solution. Vous avez la société civile, vous avez les femmes qui ne peuvent plus rien faire, vous avez les jeunes qui n'ont pas d'avenir. Vous ne pouvez pas avoir un groupe de gens qui vont aller s'asseoir dans un hôtel, à boire des coups et à se dire, oui, on va signer. Il y a tous les acteurs de demain du Burundi, ils sont là. Ce sont les jeunes, c'est ceux qui fuient, c'est ceux qui peuvent rien dire, c'est ceux qui ne peuvent pas aller travailler, on ne peut pas sortir de chez soi, etc. Mais moi, je vais parler d'acteurs politiques. Puisque de toute façon, un dialogue politique, ça suppose la concertation entre plusieurs acteurs politiques. Opposition comme pouvoir. À vos yeux aujourd'hui, qui sont les principaux acteurs qui détiennent, je veux dire, mis à part le gouvernement, puisqu'il a une responsabilité, il a la responsabilité première donc, de la résolution de cette crise. Mais outre le gouvernement, qui sont à vos yeux aujourd'hui les acteurs consultés, amenés autour de la table pour qu'enfin votre pays sorte de la crise? Je pense qu'il faudrait peut-être se concentrer sur le CNARED. En tous les cas, les gens, il y a des associations qui se sont beaucoup investies au Burundi, qui nous... Enfin, voilà, ils sont là. Mais je peux peut-être pas... ils sont peut-être concentrés dans une seule organisation. Mais la seule chose que je voudrais dire ici, c'est que ce n'est pas au gouvernement de choisir qui sera son interlocuteur en face. Et justement, ça m'amène à demander à monsieur le sénateur, pourquoi vous avez exclu des pourparlers d'Arusha et dernier certains membres de l'opposition, dont des membres du Sénat. Merci beaucoup. Je vais commencer par répondre à ma sœur que nous, l'accord d'Arusha, c'est notre Bible. Nous l'appliquons et nous l'appliquerons parce que quand nous devons nommer... Mais vous comprenez qu'elle ne vous comprenne pas, qu'elle trouve complètement... C'est son choix de dire ce que nous, on ne veut pas dire ce qu'on n'est pas. Puisque les accords d'Arusha prévoyaient que le président Pierre je vais lui dire, elle peut lire à sa façon, selon ses opinions, comme des choses. Pour nous, qu'elle vienne nous montrer là où on a failli à l'application de l'accord d'Arusha et on pourra discuter. Mais c'est notre Bible, c'est l'accord... Attends-moi. Et on y est.
l'accord d'Arusha, c'est grâce à elle que nous avons la stabilité de ce pays. Un pays qui Votre pays est stable. réconcilié là où elle est. Il y a la Vous stabilité. considérez la stabilité qu'il peut avoir aujourd'hui, qu'il a, c'est grâce à l'application de l'accord d'Arusha. Parce que il y en a, s'il n'y avait pas ça, on ne serait pas là où nous sommes. Je continue alors par rapport à... Pourquoi avoir exclu certains membres de l'opposition? Ce n'est pas nous qui avons exclu les membres de l'opposition avec la facilitation. C'est un travail qui revient au facilitateur, le président Mkapa. Et j'ai dit que nous respectons beaucoup son travail. Il connaît qui peuvent apporter une pierre à sa table. On a bien compris qu'il y avait des préalables. On n'a pas discuté avec le Sénat. Voilà, c'est ça, vous l'avez dit. Il y avait des préalables à votre participation. Pour nous, le pouvoir, nous pensons qu'il y en a qui se sont donnés, le Sénarède dont il parle, qui pour nous n'est pas un cadre officiel et qui n'a pas de choses à apporter. Au sein du Sénarède n'est pas... Au Sénarède comme ailleurs, il y a des putschistes, au Sénarède, il faut faire un discernement. Il y a des hommes et des femmes intégrés au Sénarède. Il y a au Sénarède ceux qui sont cachés derrière, qui ont des responsabilités dans le putsch qu'on a eu. Mais laissons le président Mkapa lui-même conduire son initiative. Il connaît les Burundais, qui font la gueule alors que peut-être qu'ils ne valent pas grand-chose. Nous sommes confiants en lui, il nous fera avancer et nous allons participer toujours à son boulot. Madame, une chose est évidente. Le président Pierre Nkurunziza ne va pas démissionner. Il est élu, c'est acquis, il va faire son mandat. Donc, on comprend aujourd'hui qu'il faut, pour l'opposition, accepter le fait que c'est lui le président du Burundi. Est-ce que, de votre point de vue, l'opposition de votre pays est aujourd'hui prête à accepter ce fait et à avancer tout simplement et déboucher sur d'autres modalités de sortie de crise? Écoutez, moi je pense que ça c'est un faux débat. Il y a urgence dans ce pays d'arrêter les massacres. Oui. Il faut que les gens puissent sortir de chez eux et aller travailler. Il faut que les gens puissent vaquer à leurs activités. De l'Union africaine dans son pays. Comment faire? Mais justement, le président de la République a presque 50 000 hommes, 25 à l'armée, 25 à la police. On va dans des missions de maintien de la paix. Aujourd'hui, si ces gens n'arrivent pas à sécuriser leur peuple et qu'ils vont sécuriser ailleurs, ça veut dire qu'on est en train de vendre du vent. Madame Hakizimana, en répondant à la question, quelles concessions l'opposition burundaise est aujourd'hui prête à faire? Les concessions, il faut que ça soit fait d'un côté comme de l'autre. C'est comme ça Qu'attendez-vous du gouvernement? Le gouvernement doit laisser l'opposition rentrer de l'exil et exercer son activité. Sans qu'il soit tué, sans qu'il soit... Monsieur le sénateur, c'est un appel que vous entendez. Qu'on les cherche tout le temps chez eux. L'appel que lance Mme Hakizimana. Mais je crois qu'elle a raison, mais le chef de l'État, il faudrait qu'il comprenne qu'il n'a qu'un seul rêve, diriger un pays stable. Un pays où le monde mais est-ce qu'aujourd'hui, la situation est telle que tous les opposants burundais peuvent rentrer chez eux? Des mandats d'arrêt ont été émis il y a quelques mois contre certains opposants. Là où nous sommes, nous avons un passé récent. Un passé où il y a des coups d'État, un passé où, et même aujourd'hui, on voit des gens de l'opposition qui ont distribué des armes, qui se comportent comme un terroriste dans la ville. C'est tout un amalgame. Monsieur Joseph, le président de la République était condamné à mort. On a fait des concessions au nom de la paix. Il est rentré au pays. Moi, je parle de ce que je suis en train de vivre chez moi. Je suis en train de là-bas. Ce que je vois, si tu fais partie de ces terroristes qui tuent, qui lancent des grenades au marché et qui tuent aux yeux fermés. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. S'il vous plaît, sénateur, madame Hakizimana, s'il vous plaît, princesse Kamatari, nous n'avons malheureusement pas assez de temps. On le voit, la situation, elle est compliquée. Elle est vraiment compliquée. La situation, on ne peut que souhaiter effectivement que, enfin, vous réussissiez à vous entendre, pardon. Dites-nous, princesse, votre dernier mot aujourd'hui par rapport à la crise que traverse votre pays. Qu'attendez-vous? Quel appel vous avez à lancer aux différentes parties? D'arrêter d'être si égoïste, d'arrêter de penser à moi, de penser que nous avons un pays, que nous devons le partager, qu'il n'y a pas des petits, des grands, des moyens, que nous sommes tous des Burundais.
il n'y a pas de seconde zone ou troisième zone, je ne vous donne pas l'autorisation de manifester. La liberté de penser, ça c'est une chose qu'on ne peut pas nous prendre. Donc laissons les Burundais avoir leur propre liberté, respecter ses propres engagements, parce qu'on ne peut pas vouloir diriger un pays lorsqu'on n'est pas capable de respecter ses propres engagements. Merci à vous, princesse Esther Kabantari. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Princesse des Rugo, Mon Histoire. C'est peut-être pas inutile aussi de rappeler que vous êtes le premier mannequin africain en France. C'est une fierté continentale. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Madame Alice Hakizimana, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation, et le sénateur Joseph Ntakirutimana qui était également en notre compagnie. Je vais dire un dernier mot. Merci, madame. La princesse a déjà dit, nous n'avons malheureusement pas le temps. Monsieur le sénateur, nous nous retrouverons, à l'occasion d'autres émissions pour parler de la crise qui secoue votre pays. Nous osons espérer tout simplement que d'ici 2 semaines, le temps que l'ancien président Benjamin Kappa consulte les autres acteurs, que les cœurs s'adoucissent, que les positions s'assouplissent et qu'enfin vous évitiez la souffrance à vos compatriotes, parce qu'il y a beaucoup de Burundais qui ne souffrent pas, et parce qu'eux, ils ne souffrent pas, ils n'ont pas conscience de la souffrance des autres. Merci à vous 3. C'est beau le Burundi, vous êtes 3 fils du Burundi, du même pays, autour de cette table. Vous finirez par trouver le chemin de la paix. Merci à vous 3. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin Politicien, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un autre numéro de Politicien. Merci.